Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Et d'abord, cette bonne nouvelle que je m'en voudrais de vous cacher plus longtemps, il devrait faire beau demain sur la plus grande partie de la France. C'est notre météorologue qui l'affirme, au fait maintenant de lui donner raison. En ce soir de l'Ascension, l'une des 4 fêtes d'obligation pour les catholiques, mais aussi pour beaucoup le début d'un long week-end, nous vous proposons une escapade à Cannes, ça s'impose, à Cannes où se termine le festival du film, une étape à Annecy où Aine-Montmaire reçoit l'approbation du congrès de la CFDT, un coup d'œil critique sur la multipropriété, attrape-nigo ou formule d'avenir, allez savoir, et enfin, morceau de bravoure de ce journal, un reportage exclusif réalisé en Italie par l'une de nos équipes à 4 semaines d'élections législatives qualifiées d'historiques. Voilà. Et tout de suite, rendez-vous sur la Croisette où François Chalet, à 24 heures du palmarès, va tenter un pronostic. Eh bien, c'est fini, ou plus exactement, tous les films de la compétition ayant été projetés, on peut dès à présent se livrer au petit jeu fascinant des pronostics. Naturellement, je n'ai pas la prétention de lire dans la cervelle des membres du jury aussi facilement qu'une voyante dans sa boule de cristal, mais je peux toujours vous proposer mon petit palmarès personnel. Et là, pour moi, pas d'hésitation, celui qui devrait l'emporter, c'est Ettore Scola, metteur en scène et auteur de Affreux, sale et méchant. C'est certainement le film le plus intéressant que j'ai vu de toute la compétition. Et il a d'autre part réussi cette gageure, celle de nous montrer la vie, montrer de façon très réaliste, la vie dans les bidonvilles périphériques de Rome, et pourtant de nous faire tout le temps rire aux éclats. Je trouve que ce soit seulement un peu consolatoire, on dit. Consolant de dire que les pauvres sont bons, les pauvres sont pleins de fantaisie, qui sont beaux. Et il n'est pas vrai, les pauvres sont des hommes comme nous, alors pleins même eux-mêmes de défauts, de vices. Et en plus, ils vivent dans une situation existentielle qui augmente ces vices. Qui les entretient. Qui les entretient. Et alors, je trouve très faux de dire tout le bien possible des pauvres. Il faut dire le vrai mal des pauvres, en disant que la faute c'est pas à eux et qu'il faudrait faire quelque chose pour changer leur situation. L'esprit du grand public, le Festival de Cannes, c'est une manifestation où des gens en smoking vont voir dans un superbe palais des coproductions internationales interprétées par des grandes vedettes. Et tout ce beau monde va ensuite fêter au champagne, dans des palaces ou sur des yachts, le succès de ces gens célèbres. Mais le festival, c'est aussi une série de représentations parallèles où des metteurs en scène jeunes et inconnus présentent des films que beaucoup moins de public va voir. Ces jeunes metteurs en scène sont les parents pauvres du festival. En voici 3, Boutier, Gabois et Mich. On est arrivé ici, il n'y avait pas de chambre d'hôtel, rien de réservé. Et j'ai fait tous les hôtels les uns après les autres, en passant du Carlton au PM, enfin après tout. Et j'ai trouvé un petit hôtel là. Ça fonctionne pas mal, le système de viens chez moi, j'ai une chambre, j'ai mes parents, j'ai un oncle, etc. On fait bien partie festival. Pour se nourrir, c'est pas très cher parce qu'il y a les cocktails. Parfois, en profiter, les invitations, et on arrive à se faire inviter au champagne, au petit gueuleton, enfin, c'est assez bien. Et puis on arrive à danser aussi. À la gauche de la gauche, il y a encore une gauche. Ainsi, plagiant Charles Péguy, pourrait-on imaginer le congrès de la CFDT. Les résultats du scrutin sur le rapport moral d'Aine-Montmaire sont à cet égard significatifs. Le secrétaire général a obtenu 66% des suffrages, mais a vu se dresser contre lui et ses orientations qu'il préconise le 5e des délégués, tandis que 14% d'entre eux s'abstenaient. Après tout, c'est peut-être plus rassurant que des unanimités de façade ou de commande. Dans son rapport moral, le secrétaire général de la CFDT, quelques points forts, le maintien et même le renforcement de l'unité d'action avec la CGT, le refus de toute allégeance à un parti politique fût-il ami, et puis une attaque très dure et très applaudie contre le gouvernement sur les libertés, et en particulier à propos des menaces qui, selon Aine-Montmaire, pèseraient sur les fonctionnaires ayant des opinions de gauche. L'attaque en règle de Chirac ou de Poniatowski contre certains fonctionnaires accusés de politisation, les inspecteurs des impôts rouges, après les juges rouges et les inspecteurs du travail rouge, relève de l'intoxication et de la manœuvre grossière.
La chasse aux sorcières est lancée dans l'administration pour écarter les fonctionnaires qui pourraient être gênants pour les combines de ces messieurs dans l'exploitation éhontée qu'ils font de l'appareil d'État. Les tenants du pouvoir veulent stopper la contestation qui s'approfondit chez les fonctionnaires. Ils veulent masquer le fait que l'appareil d'État est traversé par la lutte de classe comme toute la société. Ils entendent maintenir le carcan du secret sur le chiffre, les statistiques, les études qui démontrent la nature de leur gestion. Bref, ils font le maximum pour maintenir leur propriété privée sur l'État. Ainsi, certains de nos adversaires sont décidés à tout pour conserver le pouvoir, pour étouffer la protestation, pour briser l'action de masse majoritaire. Notre seule réponse est la mobilisation contre toute atteinte aux libertés, contre tout militant sanctionné pour son activité syndicale, contre toute atteinte aux droits fondamentaux d'expression et d'organisation. Bien, je crois qu'on peut imaginer que ces propos durs sont en partie destinés à la clientèle dans la fonction publique pour la CFDT. Cela dit, Christian Guy, peut-on dès ce soir tirer des conclusions de ce congrès quant à l'orientation que va prendre la CFDT et ses répercussions possibles dans le pays? Finalement, ce 37e congrès entraînera-t-il un changement radical dans l'action de la CFDT? Non, sur la ligne générale, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas de surprise. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est d'abord l'unité d'action avec la CGT, surtout l'originalité de la CFDT au sein de la gauche, c'est-à-dire soutien total au parti de gauche, mais, et c'est important, sans aucune inféodation. Pas question d'être la courroie de transmission d'un parti politique. Alors en fait, Edmond Maire, qui renforce sa position personnelle, aura profité de ce congrès d'Annecy pour donner une image plus sérieuse de la deuxième organisation syndicale française, en remettant sans douceur à leur place ceux qu'on appelle les gauchistes de la CFDT. Il n'a pas l'intention, a-t-il dit, de se laisser faire par ceux qui pratiquent la tactique du coucou qui pond ses œufs dans le nid des autres. Bref, il est vraisemblable qu'à l'avenir, on ne dira plus n'importe quoi, n'importe où, au nom de la CFDT. C'est la ligne naturelle d'une organisation qui se veut adulte. C'est surtout sagesse politique face aux échéances électorales des 2 prochaines années. En cette période de pré-vacances, alors que beaucoup de Français vont profiter de 4 jours de repos, une question préoccupe un certain nombre de personnes. Que vaut-il mieux pour ces vacances? Aller à l'hôtel, louer une villa ou un appartement, acheter une résidence secondaire en copropriété ou se lancer dans cette nouvelle formule dont on parle de plus en plus, la multipropriété ou encore la propriété à temps partiel. Autant de termes impropres, comme nous allons le voir, cette formule apparemment séduisante comportant, selon les notaires eux-mêmes, des lacunes juridiques importantes. La propriété immobilière, ce n'est plus très simple. Beaucoup de Français veulent être, depuis 10 ans, copropriétaires et maintenant multipropriétaires, c'est-à-dire qu'ils achètent des parts, des actions pour être propriétaires pendant un temps limité d'un appartement. Le slogan publicitaire étant « Ne payez plus votre chambre d'hôtel, achetez l'hôtel » et les premiers clients semblent satisfaits. Ce qui est très bien d'ailleurs, c'est que je retrouve partout exactement le même format de studio, les placards au même endroit, tout pareil, j'ai l'impression tout de même de rentrer chez moi. Certes, à chaque fois et pour chacun des acheteurs qui se succèdent dans l'appartement, c'est la même réaction. Mais cet avantage très sentimental disparaît souvent à l'énoncé des charges qui s'ajoutent au prix d'achat des actions. C'est au sport d'hiver que ce que l'on appelle la propriété spatio-temporelle a trouvé ses premiers adeptes, qui ont peut-être cru qu'ils étaient bien propriétaires du studio qu'ils occupaient une quinzaine de jours. C'est un petit peu le piège pour les gens qui ont des petits capitaux. On les attire en station de montagne en leur présentant des appartements dont ils ne sont pas propriétaires en réalité, puis ils sont simplement utilisateurs. L'affaire se traite directement entre le client et la société de gestion. Les notaires, écartés des tractations, ne recommandent pas ce système de propriété qui n'en est pas un. Pour eux, c'est un manque à gagner, c'est vrai, mais c'est aussi plus fondamentalement un mensonge, car c'est seulement un droit de jouissance. L'acquéreur n'est pas le propriétaire juridique. Le terme de multicopropriété n'est pas le terme approprié puisqu'il n'y a pas de réelle copropriété et qu'ensuite le problème des charges n'a jamais été abordé. Notre réticence est ce lien obligatoire à une société de gestion dont on sera dépendant pendant toute la vie de la société et si cette société fait bien son travail, bravo, ça coûtera cher mais ce sera bien fait, mais si elle fait mal son travail, ça coûtera très cher
et on n'aura que des déboires. Voilà pourquoi nous sommes contre. Vous rendez service à qui? Aux notaires ou véritablement aux petits épargnants? Vous savez, je vais vous dire une chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, le notaire, s'il considère son intérêt propre, c'est de faire de la multicopropriété, parce qu'il va vendre 15 fois le même appartement, et vous savez que les honoraires sont dégressifs au fur et à mesure que les sommes montent, et qu'on a intérêt financièrement à faire cette opération. Sinon, nous la déconseillons, c'est qu'on ne considère pas notre intérêt personnel, mais je crois vraiment celui des épargnants. Effectivement, faire partie d'une société que l'on ne peut pas contrôler, c'est inquiétant. Les notaires demandent qu'un statut réel soit donné à la multicopropriété pour prévenir d'éventuels abus des sociétés de gestion, car pour l'instant, rien ne protège les candidats propriétaires. Proche-Orient, la Syrie d'accord pour le maintien des casques bleus sur le Golan pendant une nouvelle période de 6 mois. Le mandat des forces de l'ONU est renouvelé par Damas jusqu'au 30 novembre. Israël ne devrait pas tarder à donner également son accord. Pétrole, 47e conférence des pays exportateurs. 2 tendances parmi les participants. Maintien des prix actuels jusqu'au 1er janvier 1977 ou bien hausse limitée à 5%. Décision dans 2 ou 3 jours. Portugal, l'ex-général Otelo de Carvalho, candidat à la présidence de la République. Actuellement en résidence surveillée pour sa participation à la tentative de putsch d'inspiration communiste du 25 novembre dernier, Otelo de Carvalho avait joué un rôle prépondérant dans la chute de l'ancien régime. L'Italie. L'Italie, déjà en proie à la fièvre électorale, va être atteinte d'une nouvelle maladie, la sondagite. Et c'est normal. Nous sommes à 4 semaines des élections législatives italiennes. Premier sondage, premières indications sur l'état d'esprit des électeurs. Pour le moment, comme nous pouvons le voir sur ce tableau, la démocratie chrétienne reste le premier parti politique en Italie avec 34,2% des suffrages, suivi de près par le Parti communiste, 32,4%. Derrière, assez loin, le Parti socialiste, 11,6%, et puis des partis divers au score en général très faible. Si le 20 juin, le corps électoral devait confirmer ses premières indications, l'imbroglio italien resterait ce qu'il est aujourd'hui, avec ses conséquences désastreuses sur l'économie notamment. Il est vrai que le sondage fait apparaître qu'un fort pourcentage d'électeurs ne se prononce pas encore. D'ailleurs, bien malin celui qui prétend s'y retrouver avec certitude dans la politique italienne. Notre équipe qui vient de passer plusieurs jours en Italie en est la première persuadée. L'Italie rouge, telle qu'elle est aujourd'hui avant les élections. Les communistes administrent les régions du Piémont, de l'Égurie, d'Émilie, de Toscane et d'Ombrie. Rouge entre les rouges, la Toscane, où seule une mairie a résisté, une presqu'île, l'Argentario. Pourquoi cette résistance ? L'Argentario est un refuge de milliardaires pour Italiens du Nord ou aristocrates romains. Évidemment ici, on ne vote pas communiste. Et le maire de ce Saint-Tropez italien est Madame Susanna Agnelli, sœur de Giovanni et Umberto, les propriétaires de Fiat, une belle fortune. Et pourtant, Madame Agnelli du Parti républicain trouve les voix qui lui manquent pour gérer sa ville chez les communistes. Je suis très contente que les communistes m'aient donné leur vote quand on a passé le bilan. Surtout parce qu'avec les communistes, moi, j'essayais de faire un discours très sérieux et on a discuté des problèmes vrais qu'on a vrais sur l'Argentario. Et avec les autres partis politiques, malheureusement, je ne suis jamais arrivé à ça. Quant aux communistes, dont l'appui a permis à Madame Agnelli de faire adopter le budget, ils ne voient pas dans cette alliance avec le capital une contradiction. Nos communistes, nous sommes très réalistes. Ici, Madame Agnelli ne représente pas le capital, mais nous retenons qu'elle représente en ce moment les intérêts de la population. L'Argentario, 60 000 habitants en été, 15 000 en hiver, surtout des pêcheurs. Ce sont eux qui votent. Et jusqu'à l'an dernier, pour les démocrates chrétiens, peut-être parce qu'ils bénéficiaient des retombées de la fortune des estivants. Et puis est arrivée Madame Agnelli, pour des vacances d'abord. La place était jolie, elle s'y est fixée. Parce qu'elle voulait préserver l'environnement, il est vrai devenu le sien, elle s'est présentée aux élections.
Et les villageois se sont dit que pour aller chercher de l'argent à Rome et ouvrir les portes des ministères, mieux valait Madame Agnelli, bien connue, qu'un pêcheur en ciré. Ils ont voté pour elle. Depuis, c'est la guerre. La démocratie chrétienne dépossédée de la gestion de la ville s'est déchaînée contre Madame Agnelli, rempart contre le développement immobilier. Les communistes, après un temps d'observation, ont voté au Conseil pour elle. Et les socialistes, qui ne savaient pas, ou plus, à quel sein se vendre, se sont abstenus. Aujourd'hui, le maire a bloqué le développement d'un port privé que dirige le comte Carlo Bucci Cassari, descendant italien de Napoléon. Le port est beau parce qu'il n'y a rien autour. Non, je ne suis pas de cette idée. Il y a des endroits où moi je trouve qu'il ne faut pas bâtir, ni bien ni mal. Je suis d'accord avec vous. Et alors moi je pense que là c'est un endroit où il ne faut pas bâtir. Mais c'est l'unique endroit dans l'Argentario qu'on peut bâtir, car c'est une vallée. C'est l'unique endroit qui est à vous. Non. Monsieur le comte, vous-même, qu'avez-vous à reprocher à Madame Agnelli, qui est en plus soutenue par les communistes? Est-ce que ça vous pose un problème? Est-ce que ça vous pose pas de problème? La chose des communistes, je ne suis pas d'accord avec Madame Agnelli, je l'ai toujours dit. Mais c'est un problème à elle, ça se trouvera bien. Mais est-ce que, par exemple, la situation économique de l'Italie pourrait vous conduire à vous poser des questions sur l'avenir et à vouloir partir? Moi je resterai toujours en Italie, car je crois dans mon pays. Y compris avec les communistes? Aussi. Parce qu'on peut s'arranger avec eux? Non. Et le comte, une fois seul. Monsieur le comte, vous vous trouvez dans une municipalité administrée par Madame Agnelli avec le soutien des communistes. Que pensez-vous de cette situation? C'est la chose plus drôle que j'ai vue dans ma vie. Peut-être, je pense qu'elle sera assez mal. La situation? Non, Madame Agnelli. Pourquoi? Car je ne comprends pas une Madame Agnelli qui peut aller avec des communistes. Est-ce que vous pensez que Madame Agnelli n'est pas libre? Elle est libre, mais probablement, dans quelques mois, années, elle sera plus libre. Elle sera très triste d'être plus libre. Nous garantirons la liberté même au monsieur Bucci Cassati et à tous les gens, mais en même temps, nous ferons tout ce qui sera possible pour améliorer les conditions de vie des citoyens italiens, ici et dans tous les pays, avec les réformes qui sont nécessaires. C'est-à-dire la liberté de continuer à avoir des propriétés, beaucoup d'argent, des bateaux? Beaucoup d'argent et de bateaux, je ne sais pas. Certainement la liberté, oui. Argent, oui, c'est possible, mais il faut distribuer mieux la richesse qui se trouve en Italie. Ces richesses, les communistes italiens réalistes les protègent. C'est une anecdote. Mais les gardiens à l'entrée du port privé sont communistes. Quand on le leur demande, ils ouvrent leur veste pour montrer pour qui ils travaillent et qu'il vaut mieux se taire. C'est-à-dire, je crois que les communistes, c'est très bien quand ils n'ont pas le gouvernement total d'un pays. Quand ils ont une majorité, ils deviennent, eux, différents de ce qu'ils sont maintenant. Maintenant, ils sont vraiment des démocrates. Mais naturellement, on doit avoir le doute s'ils continueraient à être ce qu'ils sont le jour où ils auraient une majorité. C'est-à-dire que si nous devons choucher par les pays où ils ont une majorité vraie, en général, la démocratie se perd tout de suite. C'est pour ça que je crois que les Italiens doivent faire un grand effort pour qu'ils n'arrivent pas à avoir une majorité. Il ne suffit pas de dire avant c'était les démocrates chrétiens et sans cela on a les communistes. Il faut avoir quelque chose entre les deux. Donc actuellement, et la collaboration que vous pouvez avoir avec eux est une alliance objective dans une situation donnée où il s'agit de faire marcher des affaires locales et où leur appui est un appui réaliste et qui permet de travailler. Exactement. Telle est l'histoire de ce petit village où les oppositions sont contradictoires et les associations contre nature. Le problème est qu'au lendemain des élections générales italiennes, rien peut-être ne sera résolu. Il suffirait pour cela que le sondage d'aujourd'hui soit le résultat de demain. Toutes les coalitions alors seraient possibles et donc toutes les instabilités. La démocratie chrétienne serait alors contrainte d'accepter ce qu'elle refusait hier, l'alliance avec les communistes. Nouveau drame au Liban.
Un drame qui peut avoir des répercussions extrêmement graves dans ce pays déchiré par la guerre civile. La sœur et l'une des nièces de M. Kamal Jumblat, le leader de la gauche musulmane libanaise, ont été abattues cet après-midi à leur domicile par un commando d'hommes armés. Madame Jumblat et ses enfants vivaient dans un quartier contrôlé par les forces conservatrices. De là à penser que cet assassinat soit l'œuvre de fanatiques de droite, il n'y a bien sûr qu'un pas. Si telle est la conviction de M. Jumblat, alors on peut s'attendre, je crois, à de violentes représailles. 2 tiercés aujourd'hui. 2 tiercés, parce qu'il y avait le 2e et le 3e sont pratiquement arrivés délai, comme l'on dit. Voici les rapports du pari tiercé, donc, ordre d'arrivée conforme 2,814 ou 2,14,8, dans l'ordre 9 129 francs, dans un ordre différent 4 564 francs 50. Voilà. Le temps, je vous l'ai dit en ouvrant ce journal, il fera en principe assez beau demain sur la plus grande partie de la France. Nous voyons bien quelques nuages noirs sur la Manche et sur l'océan Atlantique, mais espérons qu'ils resteront en marge de nos côtes. Après la dissipation des brumes matinales, le temps sera donc généralement ensoleillé. Cependant, en cours de journée, des passages nuageux affecteront l'extrême ouest du pays et le sud-ouest. Dans quelques instants, le grand échiquier et Jacques Chancel avec un plateau exceptionnel. Bonne soirée donc en perspective. À ce propos, la grande séquence avec Raymond DeVos sera diffusée assez tard dans la soirée, vers 11h moins le quart. Comme cela, tout le monde pourra la suivre, même ceux qui ont choisi de regarder autre chose ou de faire autre chose dans la première partie de la soirée. Raymond DeVos vaut bien, je crois, qu'on se couche un peu tard. C'est toujours très bon de rire. Alors la soirée s'annonce très bonne, qu'elle le soit pour chacun d'entre vous, c'est notre vœu ici. À demain.